Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais vous présenter Henri de Montfred. Alors évidemment, vous le connaissez certainement, mais je vais vous le présenter d'une manière, pardonnez-moi, un petit peu personnelle, d'autant plus personnelle. Vous m'entendez? Oui. Ça marche? Oui. D'une manière un petit peu personnelle, parce que ça sera aussi à travers ces manuscrits, donc il n'y a pas que moi, il y a aussi les archives de l'Aude qui sont concernées par cette présentation. Mais j'ai rajouté d'autres choses et vous allez voir. Donc, petite histoire d'Henri de Montfred à travers ses manuscrits. Alors, moi je vais commencer Henri de Montfred en 1930, il y a 50 ans. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le jour où Joseph Kessel décide de faire un reportage en Arabie et en Éthiopie sur la traite des esclaves. Alors vous savez qu'on est en 1930, à l'époque les journaux tirent à près d'1 million d'exemplaires, des tirages qu'on ne connaît plus aujourd'hui, mais à l'époque ça paraissait peu, il fallait relancer le journal. Et pour relancer les journaux, il fallait une grande enquête. Et Kessel, qui avait une trentaine d'années à l'époque, était passé maître dans cet art, et se dit, voilà un sujet brûlant, horrible, la traite des esclaves, je vais aller enquêter. Alors on lui dit, oui, très bien, le Yémen, Djibouti, tout ça. Oui, c'est bon, Kessel, il ne comprend pas l'arabe, il ne connaît personne, il sait pas quoi faire. Alors il essaie de savoir qui peut l'aider. Qui peut l'aider? Et finalement, on lui dit un nom, un type, dont on a entendu parler vaguement, c'est Henri de Montfred. C'est la naissance, si vous voulez, ce jour-là, 1930, c'est la naissance d'Henri de Montfred dans les médias. Henri va connaître Kessel, Kessel va connaître Henri, ils vont se retrouver sur une péniche à Paris, et ils vont faire connaissance, ils vont se lier d'amitié, et ils vont travailler ensemble, et ça va donner, quelques semaines après, le premier article, Marché d'esclaves, Joseph Kessel, dans Le Matin, du 26 mai 1930. Et là, tous les jours, il y a un grand article de plusieurs pages. Et tout ça, c'est un petit peu grâce à Henri, puisque c'est Henri qui lui a prodigué le bateau, qui lui a prodigué ses gens, qui lui a prodigué aussi son journal de bord. Et oui, parce que Henri avait beaucoup écrit, et il a dit à Kessel, bah, prends mes journaux, tu vas trouver là-dedans de quoi étoffer ton article, je ne vais pas te raconter, je n'ai pas le temps, prends la tête. Kessel lit ses journaux de bord, c'est le document jaunâtre que vous avez à gauche, et il est stupéfait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, moi je ne publie pas ça, je ne pompe pas ça, je ne pille pas ce document, tu vas écrire toi-même. Et c'est la naissance d'un écrivain, en 1930, Henri, 1931, qui va écrire Les secrets de la mer Rouge à partir de ses journaux de bord et de ses lettres, surtout de ses journaux de bord. Alors Henri a d'ailleurs une manière de travailler assez spéciale, assez étonnante, puisque ce n'est pas un écrivain au départ, hein, c'est un type, un navigateur à qui on a dit tu vas écrire, mais bon, on fait comment? Alors comment il fait? Eh bien il écrit des petites histoires qui sont des petits chapitres, qui font 6, 8, 10, 15, 20 pages, qui ont chacun leur début, leur fin, donc qui ont leur propre finalité. Il en écrit comme ça, 5, 6, 7, 8, 10, et à la fin, ben, il essaye d'arranger ça en mettant les chapitres les uns avec les autres, de mettre une liaison et de faire un livre. Et Les secrets de la mer Rouge, en l'occurrence, ont eu beaucoup de visages qu'on ne sait pas aujourd'hui, mais parce que les chapitres ont été rangés d'une manière ou d'une autre. Et en fonction de ces chapitres, eh bien, le livre est sorti. Et là, énorme succès. Alors, énorme succès. Il en publie tout de suite un deuxième, Aventure de mer, qui tire aussi de ses journaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Eh bien, évidemment, il y a des histoires de mer, de navigation, avec des matelots. Là, on est Henri à la barre, à bord du Fat El Rahman, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait le commerce qu'on fait à Djibouti, avec l'assentiment du gouvernement, c'est-à-dire qu'il paye les taxes, hein, de trafic d'armes, contrebande d'armes. Alors, je dis contrebande parce que contrebande, ça devrait avoir deux cases. La première, c'est toute la colonie qui fait de la contrebande d'armes, avec la bénédiction du gouverneur, qui, par ailleurs, capte quantité de taxes qui vont enrichir ses caisses. Et puis Henri rajoute une deuxième contrebande d'armes, qui lui est propre. C'est-à-dire qu'il va livrer les armes, non pas là où le gouvernement lui dit d'aller les livrer, c'est-à-dire là-bas loin au Yémen, où il faut aller une seule fois, où c'est compliqué de naviguer parce qu'il y a la mousson, et puis le temps d'y aller, tu n'as pas le temps de revenir, tu fais ça qu'une fois par an, etc., c'est compliqué. Non, non, Henri, lui, il fait croire qu'il va au Yémen, c'est-à-dire il passe juste derrière l'horizon, il attend un petit peu, et il revient les livrer là où c'est interdit, c'est-à-dire sur les côtes françaises d'Anakil.
et il revient 3, 4, 5 jours après, la bouche en cœur à Djibouti, comme s'il était allé très loin, et en fait c'est pas vrai du tout. C'est là qu'il y a sa contrebande. Et il fait ça pendant pas mal de temps. Alors évidemment, il raconte tout ça dans ses livres. Voilà le fameux fusil gras dont il en a vendu des dizaines et des dizaines. Il y en a un au musée d'Ingrande, on peut voir en vrai, hein, c'est un vrai fusil, ce sont des fusils réformés qui étaient achetés en Belgique. Et tout ça est relaté dans des journaux de bord, mais c'est relaté aussi dans des lettres qui sont aujourd'hui, pour la plupart, aux archives de Narbonne, des lettres qu'il écrivait à sa femme. Alors voilà une ancienne, vous voyez, 1913, Madame H. de Bonfred, il venait d'être jeune marié, et puis un peu plus tard, 1923, et encore plus tard, 1929. Alors 1923, on est en pleine période de contrebande de hashish. Alors c'est toujours le même principe, hein. Le hashish est en vente non pas libre, mais contrôlé par les Anglais en Égypte, donc il faut payer les taxes, etc. Seulement si vous entrez dans le système habituel, ben, vous gagnez moins d'argent, alors que si vous vendez, ben, comme aujourd'hui le tabac, le hashish en contrebande, ben, vous en gagnez 5 fois plus. Alors évidemment c'est mieux, hein, pour les finances. Donc tout ça, Henri le raconte. Alors voilà un exemple de son journal de bord, et là vous verrez la logique. Moi j'adore cette logique parce qu'elle est... On devrait presque l'apprendre à HEC. Alors je lis avec vous. Devant l'obligation, je me trouve de retirer d'urgence les fusils qui sont entreposés en douane. Vous voyez, en douane, vous voyez, c'est parfaitement légal. Hein. Je n'ai que deux solutions. Ou les vendre aux enchères, ou les faire filer en contrebande. La première solution me fait perdre d'un coup 6 000. La seconde m'en fait gagner 5 000. Donc, alors là, notez la logique, 11 000 francs de différence en faveur de la seconde. C'est quand même une pratique assez étonnante. Alors si on convertit ça en euros aujourd'hui, 11 000 francs, ça fait quand même 165 000 euros valeur aujourd'hui, hein, puisque ce sont des francs or, donc c'est quand même pas rien. Alors on comprend qu'il est cédé aux sirènes de ce genre de logique qu'on n'apprend pas à HEC. Et il continue aussi à raconter toutes ces histoires dans ses lettres, où notamment on peut voir en bas que ben, ça ne se vend pas, les fusils ne se vendent pas, finalement la contrebande lui rapporte assez peu, ou pas suffisamment, je dirais, pour vivre grassement de ses gains. Alors il essaye la pêche des huîtres. Alors là aussi, c'est un peu une catastrophe, parce que ben, les huîtres, c'est le hasard, vous en avez, vous n'en avez pas. Puis en plus de ça, les Japonais viennent d'inventer l'huître d'élevage, donc le marché s'effondre, donc on n'en vend plus, ça ne vaut plus le même prix. Donc il se retrouve, si vous voulez, dans une espèce de cercle un peu vicieux où ça ne marche pas si bien. Et surtout, vous avez remarqué sur les enveloppes, il y a une date qui est quand même importante. C'est que maintenant, on est au-delà de 1914, c'est-à-dire en pleine Seconde Guerre mondiale. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir qu'il navigue avec ses... Regardez bien ces photos parce qu'on les reverra tout à l'heure. Il navigue avec ses matelots dans des mers qui sont difficiles, mais il va falloir... et même si à bord, si vous voulez, il est payé en thalers. Tout à l'heure, on parlait de thalers avec je ne sais plus qui. Le thaler est une monnaie emblématique de la région, puisque c'est la monnaie qui sert, comment dirais-je, localement à payer toutes les affaires. Le thaler, c'est une pièce donc, autrichienne qui a donné le mot dollar, et qui avait à peu près la même importance à l'époque que le dollar aujourd'hui. Et Henri a dit ma liberté vaut bien quelques thalers. Donc ça, on comprend bien, si vous voulez, quand on voit cette vie qui a lieu, l'attrait que peut avoir une vie aussi libre. Donc, sur les bateaux d'Henri, il y a des armes, il y a des thalers, mais il y a aussi le blocus, parce qu'on est en pleine guerre. Alors le blocus, c'est pas une vue de l'esprit. En rouge, je vous mets ce que c'est que les lignes. Ce sont des lignes qu'on n'a pas le droit de dépasser. Si jamais les Anglais vous prennent en venant d'un côté, vous avez traversé la ligne, eh bien c'est le conseil de guerre, et avec les Anglais ça se passe mal. Ensuite, vous voyez les petites croix noires en bas. Ensuite, on vous tire dessus à l'obus de 190. Alors un obus de 190, vous voyez, c'est grand comme là à peu près, hein, c'est grandeur 1. Ça veut dire que le cul de l'obus est grand comme une assiette à dessert, et 190 sont des millimètres. Donc vous imaginez le truc. Donc, et le bateau qui est au-dessus, le voilà, c'est le Minto, et ça ne manquera pas de lui arriver. Donc vous voyez, tout d'un coup, alors qu'il n'a pas cherché forcément à vivre des aventures, il se retrouve dans un méli-mélo dramatique dans la région, avec le blocus, le besoin d'argent, les affaires qui ne vont pas, les Anglais qui lui tirent dessus, qui le coffrent, parce qu'il a été coffré à cette époque-là, et
c'est un ensemble, comment dirais-je, très pressant, qui finit par aboutir à son expulsion. Alors, catastrophe ultime, parce que là, il n'a même pas le droit, on ne lui demande même pas de ne pas briser le blocus, on lui interdit de naviguer dans toutes les eaux anglaises. C'est-à-dire que tous les plans qu'il avait commandés, même des plans honnêtes, c'est-à-dire de travailler avec M. Bess, un grand commerçant d'Athènes, avec qui il pouvait faire des affaires, du transport de matériel, de n'importe quoi, de bois, de cuir, de tout ce que vous voulez, donc des marchandises tout à fait honorables. Eh bien non, c'est plus possible. Donc, un ensemble de vies, si vous voulez, tout à fait stupéfiant. Et tout ça, c'est dans les journaux de bord. Et tout ça, on le retrouve dans les secrets de la mer Rouge. Donc, autant d'aventures, si vous voulez, ne viennent pas de nulle part. Parce que c'est vrai, on peut se demander la question, on peut se poser la question, mais comment se fait-il qu'un blanc, qu'un Européen comme vous et moi, tout d'un coup, à 30 ans, on arrive à vivre comme ça? C'est une vraie question à laquelle on peut apporter une réponse. Eh bien, la question, on la trouve dans un autre livre. Dans un autre livre qui s'appelle Le Lépreux, qui est tout à fait intéressant. Couverture d'hier de la première édition, couverture d'aujourd'hui chez Grasset, et qui raconte les débuts d'Henri en 1910, lorsqu'il était laitier à Melun. Et 1910 est une date capitale pour Henri. Il lui arrive une triple catastrophe à ce moment-là. Il perd son amour, c'est-à-dire sa femme Lucie, sa compagne, parce qu'il n'était pas marié, sa compagne Lucie, il la rejette. Ensuite, il perd sa santé, parce qu'il a contracté la brucellose en buvant du lait de chèvre abîmé. Donc il n'a plus de santé, mais il a été malade pendant 9 mois à en mourir. Et ensuite, il a perdu sa fortune, parce que la laiterie en question, il y a eu la crue de 1910 de la Seine, qui a inondé les terres, qui a bloqué toute la région où il était, et donc il a perdu la clientèle, la ferme, tout, donc il a vendu à perte, donc il ne restait plus rien. Donc voilà, à 30 ans, un homme qui se retrouve à nu, ayant tout perdu, et d'une certaine manière, en retour, n'ayant plus rien à perdre. Mais pourquoi faire? Alors il reste des semaines chez son père à essayer d'être soigné, et son père lui trouve un endroit, quelque part, à Djibouti, avec un aller simple, pour voir à vendre du café, etc. Donc, ben, débrouille-toi. Alors, il ne savait rien, mais Henri est quand même prévoyant parce qu'il emmène, dans ce voyage, il emmène quand même un appareil de photo, il sait s'en servir, il apprend à développer les photos, des plaques de verre, et il va même passer à la Société de géographie de Paris pour leur dire, si ça vous intéresse, je vais vous envoyer quelques-unes de mes photos, je vais vous envoyer quelques-unes de mes notes de voyage. Donc, vous voyez, quand même, un esprit de découverte, mais qui est tout à fait au hasard. Il aurait pu, son père aurait pu l'envoyer à Madagascar, ou en Indochine, ou je ne sais pas où, dans les colonies françaises, puisqu'à l'époque, Djibouti était colonie française. Donc, Henri arrive là, Vatillé, le bateau, l'Oxus, voilà, il arrive là-bas, et Djibouti, 1911, ben, Djibouti est une ville neuve. Elle a à peine 10 ans, 10-15 ans. Elle est toute neuve, les palmiers sont tout petits, regardez. Hein, et tout le monde peut s'installer. Donc, finalement, c'est un bon endroit, puisque c'est un endroit où on peut effectivement développer une activité commerciale ou une autre. Bon, le problème, c'est qu'Henri est difficile comment dirais-je, difficile dans ses envies, mais au début, il essaye de faire comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il essaye, par exemple, de travailler en achetant une concession, enfin en prenant une concession de construction du chemin de fer. Alors ça, c'est une portion de ligne de chemin de fer faite par un de ses concurrents, mais c'est après la saison des pluies. Donc vous voyez, le gars n'a pas forcément bien travaillé, parce qu'il ne reste plus rien du bon, et tout le reste, et je ne sais pas comment faut-il emmener sur cette voie. Donc il essaye, mais bon, il n'est pas retenu dans l'appel d'offres. Donc il fait autre chose. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, finalement, il lui reste le café et les cuirs. Donc, il va faire le commerce de café et cuir, et là, on pourrait dire, il va s'en sauvager. C'est-à-dire qu'il va découvrir tout d'un coup quelque chose qu'il n'avait pas du tout imaginé, mais pas du tout, qu'il était un autre homme dans cet univers, et qu'enfin, il avait découvert la liberté, et il le dit lui-même, il ne serait plus foutu de revivre en Europe. Parce qu'il trouve que la vie en Europe, je cite, est ennuyeuse comme un champ de betteraves. Fin de citation. Alors évidemment, là-bas, la vie n'est pas comme un champ de betteraves, parce que c'est la brousse. Donc il est comment dirais-je, en lien avec des indigènes. Alors là, vous avez des Abyssins
là vous avez un gardien de chameau. Il a une relation avec une femme africaine, là en l'occurrence ici c'est Oubenesh, avec ses amis Lavigne, dont on voit, alors je ne sais pas ce qu'ils font, là ils se retrouvent un soir dans une des cases. Il fait des caravanes de café et de cuir, alors avec beaucoup moins de succès que Rimbaud 30 ans plus tôt, il y a à peu près 30 ans de décalage entre lui et Rimbaud aux mêmes endroits. Beaucoup moins de succès, pourquoi? Bien parce que lui, il est carrément attaqué, sans arrêt, on lui pille ses caravanes, il est responsable de sa marchandise, donc en fait, au lieu de gagner de l'argent, il en perd. Ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre de temps, il se dit, c'est plus possible, il faut que j'aille à Djibouti pour changer. Et c'est là qu'il découvre, ce qu'on a vu tout à l'heure dans Les Secrets de la mer Rouge, qu'il découvre le fameux commerce d'armes qui est cautionné par la colonie, par le gouverneur, et il va se mettre. Là, on voit Henri à marée basse, avec Lavigne, son associé, en train de rêver à tout ce qu'il pourrait gagner comme argent. Et qu'ils ne gagneront pas forcément tout à fait. Mais entre-temps, Henri s'est marié, et il fait venir Armgard, sa femme, sa première femme au sens civil du terme, et il en prend une photo, regardez bien aussi parce qu'on la reverra tout à l'heure d'une autre manière, et vous remarquerez tout à fait en premier plan en bas, l'ombre d'Henri, dont on voit la tête qui prend la photo avec l'appareil. Alors vous voyez, c'est un tout petit appareil, et toutes ces photos sont prises au débeauté. Donc ce qui fait que, quand je dis au débeauté, c'est-à-dire, c'est le contraire du photographe qui se met avec son trépied, son espèce de cape sur la tête, couronnement noir, qui dit aux gens, attention, ne bougez plus, le petit oiseau va sortir. Non, 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 non. Lui, il prend la photo en instantané. Et là, on voit apparaître, on voit carrément l'œil d'un artiste qui est suffisamment aigu pour tout de suite voir ce qui est intéressant dans une photo, pour avoir un cadrage assez bon, voire très bon, et faire une photo suffisamment contrastée. Parce que n'oubliez pas que cette photo a quand même été développée et tirée là-bas. Donc ça veut dire maîtriser les noirs et les blancs, maîtriser l'ouverture, maîtriser un certain nombre de choses. Donc un vrai travail de photographe, dont vous verrez d'ailleurs aux archives l'énorme quantité de photos qui sont entreposées. Alors quantité de sujets évidemment, avec la vie à bord, lui en train de naviguer sur un petit zarouk. Alors là, vous voyez là où il va au-delà de la photo, et c'est là où on rejoint l'artiste polymorphe, c'est-à-dire ce qui fait que Henri n'est pas que un contrebandier, c'est que ces photos en noir et blanc, ça c'est une photo en noir et blanc, c'est lui qui les peint. Alors il les peint avec un vernis très simple, avec 5 couleurs, des couleurs tout à fait basiques, hein, bleu, jaune, rouge, vert, brun, c'est tout. Et donc il peint sur la plaque de verre directement, et il colorie. Et il considère que ça suffit largement pour donner de la vie à cette photo, pour lui donner de la profondeur. Et vous en avez toute une collection dans l'exposition, vous pourrez voir, qui sont aussi projetées, et qui font des photos tout à fait étonnantes, parce que ça tient à la fois de la peinture et avec la précision de la photo. Et on a une vie là-dedans. Alors, vous verrez d'autres sujets, quelquefois beaucoup plus dramatiques, puisqu'il va aussi photographier pas mal des exactions qui se passeront en Éthiopie, je vais en parler tout à l'heure. Et il commence à voir grand. Tout à l'heure j'ai parlé de Hachiche, le bateau est trop petit, le voilà architecte naval. Donc il fait construire devant chez lui un bateau. Alors là on est en 1918, c'est un de ses grands bateaux, c'est le plus grand qu'il avait construit, l'Ibn el-Bahar, qui a navigué hélas que 1 an parce qu'il a fait naufrage avec. Mais il en a reconstruit après. Donc vous voyez une vie foisonnante qui fait que finalement, on comprend comment il est tombé d'une certaine manière naturellement dans toutes ces aventures sans forcément vraiment les chercher. Parce que ce que je ne vous ai pas dit au départ sur ce besoin d'argent, on pourrait se dire c'est une soif d'argent. Mais ce n'est pas vraiment une soif d'argent au sens où, pour faire un certain nombre d'affaires, il avait besoin de l'argent des autres, il avait besoin d'un banquier. Or, les banquiers, quand on leur disait « prête-moi 25 000 euros », donc 25 000 euros, ça fait quand même une belle somme, prête-moi 25 000 euros pour faire une cargaison de ceci ou de cela, le banquier n'est pas forcément d'accord. Alors c'était papa, il a dit papa, c'est-à-dire Georges Daniel, son père, papa prête-moi 25 000 euros. Donc il avait prêté, son père, beaucoup d'argent. Et Henri se retrouvait à cette époque-là avec une dette assez colossale vis-à-vis de son père, qu'il lui fallait répondre. De l'ordre, si je raisonnais en euros, de l'ordre de 300 à 500 000 euros. Donc ça commence à faire beaucoup, si vous voulez. Donc il fallait absolument qu'il rembourse ses dettes et qu'il gagne sa vie. D'où la nécessité de construire de nouveaux bateaux,
d'où la nécessité d'aller chercher de nouvelles affaires ailleurs. Alors, quand je dis nouveaux bateaux, nouvelles affaires, vous voyez, quand il construit, regardez ce qu'il met dans la cale. Vous voyez, c'est pas un bateau de plaisance, hein. C'est une cale de 56 mètres cubes. Alors, du hashish, vous pouvez en mettre, hein, parce que si c'est 1 mètre cube par hashish, vous voyez le nombre de tonnage. Eh bien oui, nous ne serons pas déçus, parce qu'effectivement, il ira en Inde, il ira acheter 6 tonnes de hashish, tonnes, hein, et après il aura des problèmes, vous allez, on va voir ça, et ça ne sera pas 6 tonnes. Alors, ben, ça va donner évidemment un livre, encore un, parce qu'il va le raconter à partir de 1930, n'est-ce pas? Il a eu du succès avec les secrets de la mer Rouge, il a eu du succès avec le deuxième qui était Aventure de mer, il va continuer avec la croisière du hashish où il va raconter toutes ces aventures. Ça, ce sont les couvertures d'aujourd'hui, et les couvertures même lorsque le livre est traduit, alors là c'est en espagnol, et puis en anglais. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il faut aller acheter le hashish donc en Inde et remonter toute la mer Rouge. Alors, c'est quand même un sacré périple, à chaque fois, avec tous les risques que ça comporte, mais je dirais pas forcément des risques matériels ou dus à la guerre, parce que là, maintenant, on est en 1922-26, donc il n'y a plus la guerre, mais tout simplement la mer qui a ses propres difficultés. Le passage de Bab el-Mandeb, l'entrée sud de la mer Rouge, est quand même absolument redoutable. Pierre Bardina, qui est là, a tâté de cette mer, il pourrait aussi nous en parler. Donc, c'est vraiment un coin mauvais. S'il y en a un qui ressemble en France, c'est le rat Blanchard. Pour ceux qui ont navigué là-bas, le rat Blanchard est l'équivalent du Bab el-Mandeb, sauf que le rat Blanchard fait 8 km de large et disons 2 km d'épaisseur, c'est-à-dire que vous pouvez le passer en un quart d'heure, alors que Bab el-Mandeb, c'est pas ça, vous ne le passez pas en un quart d'heure. Et les vagues sont quand même très très méchantes, parce que les enjeux de mer et de courant sont quand même assez différents. Mais ça sera l'occasion d'un livre. Un livre dans lequel il va raconter toutes ces histoires de trafic, de navigation, avec évidemment tous les papiers qu'il faut, à la fois pour pouvoir naviguer, parce qu'on le contrôle quand même relativement souvent, mais sachant qu'arrive un certain moment, quand il approche des côtes de l'Égypte, puisque c'est là que va finir le hashish, qui normalement aurait dû passer par les mains anglaises pour payer la taxe, etc. Ben là non, comme par hasard, le hashish disparaît. Alors il disparaît dans une plage de sable, on ne sait pas trop où, et on le récupère par une caravane qui vient discrètement la nuit et qui vient récupérer toutes les tonnes, etc., etc. Mais tout le reste est parfaitement au grand jour. Et ça va durer quand même pas mal d'années, où il va écouler comme ça un nombre assez considérable de drogue. Alors voilà la première page du manuscrit du hashish. Je sais donc une chose, le hashish, vous voyez comment il écrit d'ailleurs, se produit en Grèce et se vend, il a rajouté après, très cher. Donc vous voyez, ça c'est très drôle, parce que là on se dit, ah, on sent qu'il y a quand même de l'argent à faire. Voilà, la bonne logique. En bonne logique, il faut commencer par l'achat. Et là on découvre qu'en fait il se jette là-dedans, je dirais avec une innocence totale. Sa femme lui dit, mais dis donc, dans son courrier, à un moment donné, il lui dit, mais dis donc, ça ressemble pas un peu à de l'improvisation tout ça? Et en fait, c'était vraiment de l'improvisation. Mais bon, il avait aussi sa bonne étoile, ce qui a fait que, je dirais, il s'en est toujours sorti. Et là, de nouveau, bien des aventures de mer, de nouveau des aventures de navigation, qu'il nous traduit soit par l'image avec des très belles photos, colorisées pour celle-là, soit par les manuscrits qu'il a écrits, ça en fait des pages et des pages. Alors regardez ces manuscrits, c'est raturé, après c'est recopié, après il rajoute des papiers qui sont collés, après vous avez des bulles avec des renvois. Je ne sais pas comment la dactylographe fait pour s'y retrouver, mais c'est pas facile. Alors, quand je vous disais tout à l'heure qu'il avait procédé pour les secrets de la mer Rouge avec des petits chapitres qu'il recollait les uns après les autres, puis dont il inversait la position pour changer un peu l'histoire, etc. Là, il procède plus du tout de la même manière. Là, il écrit, je dirais, de A à Z une histoire, qui a un fil, je dirais un début et une fin. Il écrit à la main. Alors, la dactylographe, elle trouve ça, là où le dactylographe, elle trouve ça. Donc, il le dactylographie. Ensuite, il le lit à haute voix. Il le lit à haute voix et il se corrige lui-même. Donc, il corrige le premier manuscrit, on va dire tapuscrit, hein, il le corrige, et à ce moment-là, la dactylographe ou le dactylographe retape l'ensemble, ce qui fait que de ces manuscrits, on en a quelquefois 2, 3, voire 4 exemplaires du même livre, parce qu'il procède comme ça par couches successives pour peaufiner le travail. Donc on retrouve
on retrouve dans ce livre toute cette histoire, dont la fameuse histoire du Caipan, où là, c'est chose incroyable, eh bien sa femme trouve que c'est trop fatigant, toutes ces navigations où il part en mer, où il va assez loin, où ça prend de temps, parce que, rendez-vous compte quand même, parce que pour remonter de Djibouti jusqu'à Suez et en descendre, ça prend 2 mois, minimum. Enfin, 4 mois, pardon, 2 mois pour y aller, enfin non, 2 mois, 1 mois pour y aller, en supposant que tout va bien, et 1 mois pour redescendre, sans compter les 15 jours, 3 semaines que vous passez en Égypte pour vendre la camelote quand même. Voilà. Donc ça veut dire, disons, entre 2 mois ou 3 mois d'absence. Donc sa femme en a assez, et ils trouvent très intelligent, tous les deux, de dire, mais pourquoi on s'ennuie à faire ça, d'aller chercher en plus le hashish en Inde, c'est très loin, etc. Donc ce serait beaucoup plus simple de faire venir le hashish sur un bateau, avec des papiers normaux, bateau d'une compagnie, par exemple les messageries maritimes, ou n'importe quel autre, à Djibouti, et puis là, après, ils l'acheminent. Et Armgard est d'accord, et ils disent, d'accord, on va faire comme ça. Sauf que, au moment de l'embarquement à Bombay, ça se faisait à Bombay, le hashish d'Henri ne va pas sur le cargo. Il y a un gars qui l'a détourné avant, le type du Caipan, et il lui vole toute sa cargaison, 6 tonnes. Alors, 6 tonnes, ça paraît beaucoup, mais en argent, ça faisait énorme, parce que Henri s'était endetté, il avait mis des gens dans l'affaire, donc il n'était pas le seul, donc il se retrouvait responsable d'une somme considérable qui avait été volée. Alors là, foudrage, vous imaginez, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il part à la recherche du Caipan. Et ce que vous avez en rouge, c'est toutes les navigations qu'il a faites, d'abord pour chercher le voleur au sud de la mer Rouge, où il ne va pas le trouver d'ailleurs, et finalement il finit par ameuter tous les ports de l'océan Indien, avec des télégrammes partout. Il peut le faire, puisque la cargaison a des papiers officiels. Alors des papiers officiels, oui, il faut dire que sur la déclaration de douane, c'est écrit Charas. Charas, d'ailleurs, c'était le titre du premier livre. Alors Charas, ça veut dire terre, en indien. Herbe, pardon, excusez-moi, ça veut dire herbe. Donc, c'est de l'herbe. Alors, de l'herbe, c'est innocent. Donc, vous avez 6 tonnes d'herbe. Voilà, 6 tonnes d'herbe, c'est très bien. Donc, c'est parfait. Donc, ils sont à la recherche de ça. Et finalement, donc, Henri peut ameuter tous les ports de l'océan Indien. Et finalement, il finit par apprendre que la cargaison est aux îles Seychelles, au milieu de l'océan Indien. Donc, il part leur chercher. Donc, c'est vraiment comme la course, à la course au Louis XIV. Il va récupérer ces 6 tonnes et il se débrouille sur place parce qu'il découvre sur place que le voleur, un certain Ternel, capitaine Ternel, non seulement lui avait volé sa cargaison, mais s'en était acheté 6 autres pour lui. Et là, Henri se débrouille avec des arguments convaincants pour dire, mais si je ne prends pas ces 6 tonnes, elles vont être perdues, ça serait dommage, etc. Donc il arrose au sens figuré, les gens locaux en disant, vous me donnez les 6 tonnes, vous aurez votre part, et donc il repart vainqueur vers Djibouti avec 12 tonnes de hachis dans la grande cale que vous avez vue tout à l'heure. Et tout ça, c'est dans le livre La poursuite du Caipan. Alors il en écrit plein, évidemment, voilà la poursuite du Caipan, avec de très belles images de cette poursuite. Voilà le manuscrit du journal, du livre. Alors vous voyez, c'est quand même réel, parce qu'il fait un dessin pour écrire son manuscrit. Il raconte la mer, il raconte ses navigations, il faut que ça soit réel. Hein, c'est pas inventé. Donc Henri a énormément de succès. Et ce succès, il découvre, comme Joseph Kessel, la puissance des mots. C'est extraordinaire. Il écrit un truc, et il vend 10 000, 100 000 exemplaires. Donc, il fait comme Kessel. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, lui aussi, il va faire du reportage. Alors, il va faire du reportage, et il va faire du reportage pour le Petit Parisien. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé comme idée? Eh bien, l'idée, c'est d'aller vers les terres hostiles de l'Éthiopie, et de faire comment dirais-je, une description de l'état de l'Éthiopie en 1933. Tous les jours, un article vers les terres hostiles de l'Éthiopie va sortir. Tous les jours. Et il n'en dit pas que du bien. Il n'en dit pas que du bien parce qu'il trouve un pays dans lequel règne une énorme féodalité, un pays dans lequel règne encore l'esclavage, un pays dans lequel règne une pauvreté énorme. Donc il dénonce ça, si vous voulez, je dirais innocemment, en se disant, les gens ne vont pas supporter, le gouvernement va faire quelque chose, ils vont se réveiller, ils vont défendre les pauvres gens, ils vont se réformer, d'autant plus que l'Éthiopie, à l'époque, avait adhéré à la SDN, l'équivalent de l'ONU aujourd'hui. Hein, donc, ils vont adhérer à la SDN. Oui, seulement,
Alors, vous voyez ce qu'il dénonce. Vous voyez, des lépreux qui sont abandonnés, des prisonniers avec des chaînes partout dans les rues. Et là, je ne vous montre pas toutes les images horribles qu'il a photographiées. Il dénonce ça. Le problème, c'est que dans tous ces lecteurs, il y en a un qui n'apprécie pas du tout. Il n'apprécie pas du tout, et il apprécie si peu, que Henri trouve le moyen, non seulement d'avoir publié pendant des semaines, ça dure 5 mois, le reportage, vers les terres hostiles de l'Éthiopie. Il en fait un livre. Là, le Négus est furieux, il l'expulse et il lui interdit l'entrée en Éthiopie. Henri, du jour au lendemain, se retrouve, alors qu'il avait investi tout l'argent, je ne l'ai pas dit, mais je peux le dire, il avait investi beaucoup d'argent dans des usines en Éthiopie, il avait investi dans une propriété, il avait investi tout son amour, en fait, en plus de son argent, en Éthiopie, et il en est définitivement coupé. Ça veut dire que s'il rentre en Éthiopie, on lui coupe la tête. Parce que là, le Négus ne va pas hésiter. Alors c'est dramatique, parce que sa raison de vivre, d'une certaine manière, est morte. Donc, eh bien, d'abord, il a commencé par se venger. Alors, figurez-vous que Mussolini a des vues sur l'Éthiopie. Eh bien, c'est parfait. Je vais couvrir les armées de Mussolini qui vont inonder, qui vont envahir l'Éthiopie, et je vais peut-être récupérer mes usines, ma propriété, mon ceci, ça. Ah oui, pas réellement sur place. Alors, ça fera l'occasion de livres, évidemment, Les guerriers de l'Ogaden, L'Avion Noir, dont on voit ici les manuscrits avec les croquis. Il prend quelques quantités de photos. Ces photos font partie du fond des archives. Alors j'ai pris les plus belles, elles sont absolument magnifiques. Alors ça, ce sont des photos qui sont prises au 24-36 avec un Leica, dont vous avez un exemple dans l'exposition. Alors le Leica qu'on vous a montré n'est pas celui d'Henri, c'est celui quand même de mon grand-père, mais c'est mon grand-père maternel. Mais par contre, c'est exactement le même modèle, la même époque, de la même année. Donc je me suis dit, même si ce n'est pas celui d'Henri, c'est quand même le bon Leica, donc on peut le montrer sans avoir honte. C'est un très très bel appareil qui est lourd, qui a une belle inertie, qui fait des photos absolument magnifiques. Et vous savez, c'est l'appareil à rideau, donc vous avez des gris et des qualités de couleurs, si vous faites un peu attention, qui sont vraiment un délice. Moi, je me suis servi un peu de cet appareil, c'est vraiment un plaisir. Et donc, Henri écrit, fait des photos pour essayer de récupérer. D'ailleurs, il récupérera. Et il écrit aussi d'autres livres. Alors, par exemple, là, L'Enfant Sauvage. L'Enfant Sauvage, eh bien, c'est l'histoire d'un de ses matelots. Ensuite, il ira enquêter lors de la guerre. On en avait fait l'allusion tout à l'heure au Yémen entre Ibn Saoud et l'imam Yahya. S'il y avait des différents frontaliers entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, bon ben voilà Henri qui parle évidemment parfaitement l'arabe, donc qui est parfaitement capable de savoir ce que disent les gens et récupérer des informations. Et voilà, et ça fera de nouveau un livre. Donc vous voyez que son activité d'écrivain s'étoffe. Elle s'étoffe tellement qu'il se réfugie à Araoué, qu'il a récupéré lors de l'invasion italienne. Arrive la Seconde Guerre mondiale. Je résume très rapidement. Les Italiens sont chassés d'Éthiopie, remplacés par les Anglais. Donc Henri avait affaire à un commandant, il a affaire à un major, qui s'appelle Lord. Et puis tout d'un coup, catastrophe totale. Donc deuxième catastrophe, troisième catastrophe dans sa vie. Il est incarcéré et mis comme prisonnier de guerre sous dénonciation calomnieuse de trafic avec l'ennemi, avec les Italiens, je ne sais pas quoi, un truc qui ne tient pas debout. Alors il y a eu un procès, il y a eu un non-lieu, mais on lui a répondu, oui, mais vous avez un dossier. C'est-à-dire que même si le dossier n'aboutit pas, même s'il ne s'est rien passé, même si le dossier est vide d'une certaine manière, il y a un dossier, sous-entendu, il y a un dossier, mais il n'y a rien dedans, si vous voulez, mais il y a un dossier. Voilà. Et donc, de ce fait, le revoilà prisonnier. Alors ça a été pour lui une cruauté terrible. Armgard est mort depuis déjà quelques années, et là il vit avec Madeleine Villaroge, et il va vivre quelques mois de calvaire, mais qui ne sera pas un calvaire stérile, puisqu'il va continuer à écrire, à peindre, écrire des livres, alors qu'ils seront des livres de ses... alors non plus de ses matelots, puisque là il n'y a plus question de matelots, mais des boys avec qui il travaille, des gens avec qui il travaille, parce qu'il sera quand même libéré, ne vous inquiétez pas.
et quantité de livres, les cimetières des éléphants, et on voit arriver, je dirais, un écrivain qui commence à avoir un vrai métier, par la force des choses d'ailleurs, puisque les usines d'Araoué, il est arrivé à les revendre aux Italiens, enfin bref, il a récupéré son truc. Il n'est plus question de retourner à Araoué, parce que maintenant, il se passe autre chose en Éthiopie. Donc il va falloir qu'il commence à penser à rentrer en France. Et avant de rentrer en France, eh bien, il continue toujours sa production. Alors ce ne sont plus que des... péjoratif de dire ce ne sont plus que, mais enfin, ce n'est plus des livres d'aventures personnelles, c'est des aventures de ces matelots, des gens avec qui il a travaillé. Vous voyez, Karembo et Djalia, par exemple, sont des boys et des gens qu'il a connus au Kenya. Et quand Henri revient en Europe, on est en 1947, et bien là, il va vraiment couper avec l'Afrique, et il va effectivement se plonger dans ses écrits et dans ses souvenirs. Là, on est, je pense, dans sa maison de Neuilly, avant qu'il la vende, avec un manuscrit à la main. Et il ne va pas arrêter, et il va même revenir sur ses vieux souvenirs, c'est-à-dire qu'il va, voyant, se souvenant des secrets de la mer Rouge, il va revenir sur des faits anciens, ou des petits chapitres qu'il avait écrits qui ne servaient à rien, il va les recomposer, les réécrire, et faire un certain nombre d'ouvrages. Alors voilà, donc L'homme sorti de la mer, qui est un assez bel ouvrage. Et puis, en 1958, bon, il va écrire Trésor des fiduciaires. Alors vous voyez, il va s'essayer même au roman, je dirais au roman totalement fictif, avec une petite, comment dirais-je, sur une assise historique. Hein, alors il va trouver une histoire chez un forban, je ne sais où, dans des îles au XVIIe siècle, ou des choses comme ça. Et puis, en 1958, mon père, nous habitions l'île de la Réunion, mon père lui dit « Ah, si tu venais à la Réunion pour donner des conférences, ça serait très amusant, etc. » On s'est pas vu. Bon, très bien, d'accord. Alors Henri y va. Henri y va, et puis ils disent « Ah ben, on pourrait aller aussi à l'île Maurice. » Pas loin, l'île Maurice, c'est à 150 km, c'est rien du tout. Un ami dit « Ah bah oui, mais c'est facile, on ne va pas y aller en avion, ça serait trop idiot. On ne va pas y aller en avion, même avec un petit avion. On va y aller en bateau, je vous prête mon bateau. » Alors le bateau, c'était un vieux canot de sauvetage de 1920-30, quelque chose comme ça, en tôle, bien solide, avec un bon moteur. Mais il y avait quoi? Il y avait 24 heures de mer, pas plus. Hein, 24 heures de mer, c'est rien. Bon, donc, ils se disent, bah oui, on y va. Alors on y va, et on n'arrive pas. Et on n'arrive pas. Et c'est comme ça que moi, mon grand-père, quand on me dit, comment vous l'avez connu? Je dis, bah, je l'ai connu d'abord par une absence. C'est-à-dire que j'ai connu par un grand-père qui a disparu. C'est-à-dire qu'au lieu de le voir, j'ai vu un mec disparu. Alors, pourquoi elle est disparue? Eh bien, parce qu'en fait, il y avait un courant qui existait, qu'on a découvert et qu'on a analysé dans les années 90, en 92, je crois, par l'Alstom, si j'ai bonne mémoire. Il y avait un courant d'ouest qui était très net entre les îles Maurice et la Réunion, et qui les déportait donc vers Madagascar. Et il n'a pas corrigé le cap de cette déviation. Mais un courant qui faisait au moins un nœud et demi. Un nœud et demi, c'est beaucoup. Surtout quand vous ne faites pas de correction. Ce qui fait que le lendemain matin, quand ils auraient dû voir l'île Maurice, ben, il n'y avait rien. Ils ne savaient pas où ils étaient, parce qu'évidemment, ils n'avaient pas de carte. Il n'y avait rien. Ils étaient partis 24 heures comme des gamins, quoi, avec un peu de quoi boire, un peu de quoi manger. Donc Henri a dit, que faire? On ne peut pas errer comme ça dans l'océan Indien, c'est grand l'océan Indien, c'est vide, il n'y a rien. Il a dit une seule solution, mettre cap à l'ouest, direction Madagascar. Elle est tellement grande qu'on ne peut pas la rater. Alors on va se rationner, et ils ont mis 10 jours. Mais pendant ce temps-là, en France, l'angoisse. Moi, je me souviens de ma mère qui disait, mais c'est pas croyable, parce que mon père était là-bas, bon, j'avais plus de père, plus de grand-père. L'angoisse qu'on a vécue pendant 8 jours, parce qu'ils étaient totalement disparus. Ah, en France, sa femme était morte d'angoisse aussi, parce qu'il était encore disparu. Il n'a pas de nouvelles. On avait envoyé un avion de la Marine nationale, qui tournait, etc., mais qui tournait au mauvais endroit. Il fallait aller chercher vers l'ouest, ils ne le savaient pas. Bon, et finalement, ils les ont retrouvés. Évidemment, ça a fait l'objet d'un livre. Évidemment, très vite, il est sorti très vite, 1 mois et demi après les événements. Un livre qui est assez amusant. Et tout ça pour vous dire que voilà Henri, et bien finalement, à la fin de sa vie, et bien ça fait autant de manuscrits aux archives départementales de l'autre, et autant de rayonnage, avec des quantités de titres qui sont aussi bien traduits en français, en chinois, en arabe et autres, et quantité de bouquins. Voilà, pour la première partie de mon exposé.
si vous voulez bien, nous allons passer à la deuxième partie, où je vais reprendre quelques-unes des photos que vous avez vues, mais là, vous allez les voir comme vous ne les avez jamais vues. Vous allez les voir comme si vous étiez dedans, c'est-à-dire en relief. Donc, je ferai assez peu de commentaires, ça va durer un quart d'heure. Beaucoup d'images que vous avez vues, vous allez les revoir. On va vous donner les lunettes pour que vous les regardiez. Donc, il suffit de mettre les lunettes. Si vous avez déjà des lunettes de correction, mettez-les par-dessus, ça devrait passer. Et vous allez voir, il y en a une trentaine, et c'est assez intéressant. Je vous ai mis... Alors, toute la collection d'Henri dont je vous ai parlé, ce sont des lunettes, ce sont des photos... Moi, j'en ai deux Ce sont des photos qui sont en fait stéréo, c'est-à-dire qui sont prises avec un appareil, je vais vous le montrer, qui sont prises avec un appareil. Ah oui, alors le bleu de quel côté? Oui, bonne question, je ne me souviens plus. Rouge à gauche. Rouge à gauche, merci. Merci. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais essayer de trouver le deuxième. Je vais essayer de trouver le deuxième. Oui. Je ne sais pas me servir d'un PC. Vous pouvez me mettre le deuxième. Oui, il a été mis sur le... Oui, il est dessus. Alors, attendez une seconde avant de les mettre, parce qu'il y a deux, trois images, on n'en a pas besoin, je vous dirai quand il faut les mettre. Alors, le principe, vous avez un appareil de photo, on pense que c'est celui en haut à gauche que Henri avait, c'est-à-dire un appareil qui se replie, qui ne prend pas beaucoup de place. Hein. Les plaques, bon, vous imaginez bien ce que c'est. Au milieu, au centre, vous avez une plaque développée. Vous voyez deux images. Alors, soit elles sont côte à côte, soit elles sont disjointes. Qu'importe. Vous voyez, ça fait 4 cm sur 4. L'original est très très petit. Et vous remarquerez tout à l'heure la qualité de la définition pour une image si petite par rapport à la taille qu'on va agrandir. En pixels, je n'ose pas imaginer ce que c'est aujourd'hui quand il faut scanner ce genre de choses. Le principe, c'est que cet appareil de photo prend des photos comme vous voyez avec vos yeux. Alors maintenant, vous mettez les lunettes et on regarde. Voilà le principe anaglyphe. Alors en haut, vous avez deux images. Bon, vous voyez deux vues. En dessous, on les transforme ces vues, l'une en bleu, l'autre en rouge. Donc si vous faites l'expérience de fermer un œil ou l'autre, vous avez une image qui disparaît. Oui ou non? Oui. Voilà. Donc ça vous montre bien qu'il y a un œil qui voit une image pendant que l'autre ne la voit pas, et inversement. Grâce à quoi votre cerveau, comme il reçoit deux images du même objet, votre cerveau reconstitue le volume. D'accord? C'est-à-dire que la perception du volume, c'est pas vous qui la voyez, c'est le cerveau qui la fabrique, qui la calcule, si vous voulez, comme un ordinateur. D'accord? Et c'est pour ça qu'en bas, vous voyez une image en relief, vous avez un bonhomme qui est devant, même si on ne voit pas très bien, qui est devant, une espèce de truc un peu bizarre au milieu, et puis dans le fond, le fond. Alors, première image. Abyssine. Je vous ai parlé tout à l'heure du train. Ça, c'est le train en construction pour lequel Henri avait essayé de postuler et pour lequel il n'a pas réussi. Donc on voit la ligne de chemin de fer avec tous les coulis qui sont là pour travailler sur le chantier. On est en 1912. Voilà la photo de tout à l'heure.
Vous voyez, on voit tout d'un coup la profondeur, avec des plantes qui sont au premier plan, et puis le type qui est vraiment dans le vide. Là, on a un peu plus peur pour lui quand même. Revoilà notre gardien de chameau. Alors vous remarquerez que la qualité de la profondeur n'est pas toujours très égale. C'est-à-dire que d'abord il faut que le cerveau, lui, prenne le temps de comprendre ce qu'il voit et de transformer le volume. Et deuxièmement, la stéréoscopie n'a pas toujours la même qualité, même si l'appareil n'a pas changé. Voilà, celle-là elle marche très très bien. C'est la grande roue Adire Dawa. Donc en 2 dimensions, cette photo est toute plate. Là, elle est finalement pas très amusante, pas très vivante. Et là, la foule, oui, c'est très vivant. Et tout d'un coup, on a le bonhomme au premier plan, regardez en bas, qui vous regarde. Tout d'un coup, il vous regarde vraiment, quoi. Alors que tout à l'heure, on ne le voyait pas vraiment. Toujours Adire Dawa, la Ford d'un notable. C'est pas celle d'Henri, hein. Alors, à un moment, j'ai soupçonné que c'était celle d'Henri parce que à un moment, il vend une de ses voitures, une des voitures de son père qu'il a fait venir à Djibouti, qu'il appelle le Taco, pour le revendre à quelqu'un, mais je ne pense pas que ce soit cette voiture. Je ne pense pas. Voilà Oubenech, dont on a parlé tout à l'heure, la campagne d'Henri. Vous voyez, là, elle se détache très bien du fond et on voit bien la campagne environnante et la zériba. La zériba, c'est la haie de branchage qui protège les habitations de tous les fauves qu'il y a derrière, parce que des fauves, il y en a, hein, ce sont des lions et surtout des léopards. Il y a beaucoup de léopards. Là, on est à Adire Dawa toujours, arrivée de marchandises, donc pour le marché, on va voir dans un instant. Alors en 2 dimensions, bon, cette photo est intéressante, mais vous voyez, en 3 dimensions, elle est parfaitement claire. Elle donne tout à fait une idée de ce qui se passe. Alors en 2 dimensions, on ne voit pas bien. Et en 3, tout d'un coup, il y a une foule, on voit tout est clair. On est au marché au grain, là. Donc Henri a constitué comme ça une quantité de photos, de collections, qui est tout à fait intéressante, parce qu'on peut aller très loin dans l'analyse de son propos, parce qu'il est en 2 dimensions, en 3 dimensions. Alors maintenant, on va passer à l'Égypte. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Égypte, dans ce sens où c'était là où il écoulait son hashish. Alors, particularité que je n'ai pas dit, mais que je dis maintenant, et qui est assez amusante, c'est qu'il fait venir ma grand-mère à cette époque-là. Or, pour aller travailler en Égypte, il lui fallait une couverture. Une couverture, c'est-à-dire une activité visible. Alors, la première qu'il avait trouvée, c'était la pêche des perles dans le golfe de Suez. Certes, enfin, tout le monde sait qu'il n'y a pas de perles dans le golfe de Suez, donc c'était assez limité. Donc, il a fait venir ma grand-mère à Arngat, et ils ont fait un voyage de noces. Donc, ma grand-mère est photographiée sur toutes les photos, bien en vue, pour que les policemen voient bien que ce sont 2 jeunes gens qui sont très contents de faire du tourisme en Égypte, ce qui fait qu'on a plein de photos d'Égypte, mais en réalité, quand vous regardez ces photos, sachez que par derrière, le soir, Henri va vendre son hashish à une bande de gars. Hein, c'est ça, il faut savoir, c'est le double langage. Hein. D'accord? Donc vous voyez des images de tourisme qui sont assez belles, et n'oubliez jamais que le soir, il a rendez-vous avec ses contrebandiers pour écouler son hashish. Alors voilà, en garde. Alors cette photo est doublement intéressante, bon, elle est très belle en relief, mais elle est doublement intéressante parce qu'en plus, pour ceux qui sont allés au Caire il n'y a pas très longtemps, le paysage a complètement changé. Hein, il y a toutes les fouilles qui sont devant, tout ce qu'on a dégagé comme millions de tonnes de sable. Hein, ça c'était donc en octobre 1915, Arngat, au pied des pyramides. Bien visible, en faisant beaucoup de bruit, pour que tout le monde voit que 2 jeunes Français font leur voyage de noces. Là, ils sont au quartier Khan el-Khalili, au Caire. Donc, il y en a des centaines, ça n'a pas changé pour ceux qui sont allés au Caire. Le Caire n'a pas du tout changé. Toujours le Caire. Et là, la prise de vue est intéressante parce qu'on voit bien justement toutes ces profondeurs et le relief
apparaît parfaitement. Alors que sur cette photo-là, vous voyez, c'est moins évident. Il faut vraiment regarder longtemps pour voir la profondeur de la boutique et voir que le trottoir est devant. C'est juste pour vous montrer que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Ça dépend aussi beaucoup du sujet qu'on prend et des premiers plans. Vous voyez, là, c'est pas très net. Cette photo en 3 dimensions ou en 2 dimensions ne change pas beaucoup, alors que celle-là, on voit déjà beaucoup mieux les effets de profondeur avec les vergues qui sont devant et puis tout cet entremêlement de vergues dans le fond. Là, encore une à Suez. Là, on est le long du canal, au frais. Alors, en 2 dimensions, ça donne rien. C'est pas amusant du tout. Et alors que tout de suite, en 3 dimensions, on a l'impression que ça bouge, quoi. Alors maintenant, on va passer à la mer Rouge. Alors la mer Rouge, donc nous allons voir quelques-unes des images de navigation d'Henri. Alors évidemment, on ne verra pas d'images de tempête. C'est impossible de prendre des photos par tempête. Parce qu'on a on a autre chose à faire, puis le matériel s'est massacré. Donc on n'a que des images de beau temps, évidemment. Et des images de... Alors on commence par la mosquée de Mocha, qui existe toujours, c'est une ville en ruine. Aujourd'hui, totalement en ruine, qui était déjà semi-ruinée en 1915, parce que les Italiens l'avaient bombardée, pour je ne sais plus quelle raison. Mais la mosquée est restée debout et a été toujours entretenue. Moi, quand j'y suis retourné il y a à peu près une quinzaine d'années, la mosquée était toujours là. Et là, on voit bien les premiers plans avec ce joli minaret en terre crue derrière. On retrouve la photo qu'on avait vue tout à l'heure, de Henri qui se jette qui va se jeter dans sa contrebande d'armes et qui est avec la vigne à marée basse, en train de casser la croûte et en train probablement d'échafauder des plans sur la comète. Et là, image intéressante, c'est un dimanche. Alors là, vous avez vu l'effet, le relief est saisissant. Alors c'est un dimanche, vous voyez, même Henri étant dimanché, il a une espèce de casquette à la Corto Maltese qui est quand même assez étonnant. Et ben en fait, il est avec le chef de la police, le chef des douanes, etc. Ils leur font un tour. Bon, ça fait partie des bonnes relations qu'on doit avoir avec les gens de la colonie. Et vous avez remarqué qu'il y a celui de droite qui a le petit chat de bord sur le genou. Là, on est dans la rade de Djibouti, vous voyez, beau temps, il n'y a pas de risque de mal de mer, il n'y a rien du tout. Alors, pour travailler, eh bien, Henri a une maison qu'il a louée au gouvernement, qui est sur l'île juste en face, sur l'île Mascali. Cette maison n'existe plus, elle n'a pas été entretenue. Elle n'existe plus, c'était en fait la maison du médecin d'un futur hôpital qui n'a jamais été construit. Donc, oui, ça faisait une sorte de lazaret, si vous voulez, pour mettre les malades loin de la ville, pour les éloigner, puis finalement l'hôpital n'a jamais été fait, et la maison est restée, et Henri s'en est servi. Et comme il s'en est un peu trop servi pour sa contrebande, le gouvernement a arrêté la location. Alors, le voilà. Alors ça, c'est Lavigne, photo d'Henri, prise par Lavigne, son associé. Alors là aussi, vous voyez, là, on est vraiment à bord. Là, c'est étonnant. Autant les photos en noir et blanc, on voit des câbles, on voit des bouts, on voit des étais, mais bon, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Là, on voit vraiment ce qui se passe à bord. Et là, ils sont en train donc d'emmener des planches, du matériel, pour probablement réparer la maison de Mascali, qui n'est pas très loin, c'est à 2-3 heures de navigation de Djibouti. Voilà, ils peuvent croiser un bateau. Alors là, vous voyez, l'effet de profondeur est un peu diminué parce qu'il n'y a pas suffisamment ni de premier plan ni de second plan. Donc l'effet de volume est assez peu marqué. Alors je vous parlais de pêche des perles. Voilà un exemple de pêche de perles parce que Henri ayant su que les perles, que les Japonais faisaient des perles de culture, eh bien il a essayé de se lancer dans la perle de culture. Alors ça n'a pas marché. Hélas, elles ont crevé, les pauvres mollusques. Mais vous voyez, dans la caisse que transportent les hommes, il y a des perles, des huîtres, que Henri a, comme il disait, comment dirais-je, qu'il a charcuté. C'est-à-dire qu'en fait, il leur a introduit dans le manteau la petite graine qu'il faut pour espérer que l'huître, après, fasse autour la perle. Mais en fait c'est plus compliqué que ça. Voilà, tribord à mur à bord du Fat El Rahman. Là, on est vraiment à bord hein, avec le matelot. On a vu cette photo tout à l'heure, hein, si vous vous souvenez. Et vous voyez, en 3 dimensions, elle a vraiment une autre
Elle nous fait participer. Et là, chose importante, une photo qui en noir et blanc ne donne, enfin en deux dimensions ne donne pas grand-chose, ça c'est le ravitaillement. Ravitaillement d'eau. Alors c'est assez étonnant, parce qu'on pourrait se dire dans la mer Rouge, il n'y a pas d'eau, effectivement, il n'y a pas d'eau, donc il ne s'agit pas de source, il ne s'agit pas de rivière, il s'agit d'eau de condensation. C'est-à-dire que la femme qui remplit les outres a une vingtaine ou une trentaine de cavernes dans l'île, réparties dans l'île. À chaque bateau qui passe, elle vide une caverne qui a mis 1 mois à se remplir d'une flaque d'eau de condensation. Et quand elle a vidé une grotte, une petite grotte, elle va à la suivante, qui va mettre 1 mois à se recharger. Et donc là, ils refont la provision d'eau, qui sont dans des outres du pot de chèvre, a priori. Hein. Et en 2 dimensions, cette photo est tout à fait incompréhensible. Et là, en 3 dimensions, ça se voit très bien. Encore les matelots à bord. Alors ça, ce sont des pêcheurs quand ils partent à la campagne de pêche de perles. Oui, les équipages sont assez nombreux parce que vous avez à la fois l'équipage qui va manier le bateau, et puis il faut emmener les plongeurs, c'est un autre métier. Les plongeurs, eux, ne font pas partie de l'équipage, je dirais, pour manœuvrer. Eux, ils sont là pour aller pêcher. Donc, ce n'est pas le même métier et ce n'est pas les mêmes obligations. Ce n'est pas les mêmes contrats. Alors, voilà une que je vous mets quand même si elle est floue, parce qu'on devine un petit peu le relief de ce qui se passe. Alors, en fait, la pêche des perles, vous voyez, c'est 3 hommes sur une barque. Celui du milieu qui va plonger avec une boîte à fond de verre pour voir le fond et prévenir dès qu'il voit une huître. Celui de l'arrière qui va plonger, chercher l'huître parce qu'on lui dit il y en a une, c'est-à-dire qu'il ne plonge que certains. Il ne va pas chercher au fond de l'eau. On lui dit il y en a une, il plonge. Et celui qui est devant, qui manœuvre la pirogue avec sa pagaie, et pendant que l'autre continue de regarder avec sa boîte en verre à fond de verre le fond de l'eau pour vérifier que le plongeur qui est au fond n'est pas attaqué par un requin, par ceci ou par cela s'il y a un problème. Et à ce moment-là, il va plonger. Donc, vous en avez un qui manœuvre, c'est pour ça qu'ils sont toujours 3. Mais ils font équipe ensemble et ils ont l'habitude de travailler ensemble. Vous voyez, on n'a pas du tout affaire au même genre que ceux qui travaillent aux manœuvres du bateau. Et là, c'est ma grand-mère, Armgard, à bord de l'Obock, qui est toute ravie d'arriver à Obock en 1916. Vous voyez, elle a une jolie robe blanche qui va être tout de suite dégueulasse. Une jolie ombrelle blanche parce qu'il y a trop de soleil, elle ne supporte pas, etc. Ce qui met l'équipage qui fait éclater de rire. Tout le monde éclate de rire en voyant ça, on trouve totalement incongru. Bon, autant d'attributs que ma grand-mère va très vite jeter pour ne plus les utiliser. Et puis, dernière image qui est assez intéressante sur le plan de la documentation, c'est la mise à l'eau de l'Altaïr. Donc là, on est en 1920, où on voit tout le travail donc, à marée haute. On est à l'équinoxe, marée d'équinoxe, même si la marée n'est pas énorme, il y a quand même une marée d'équinoxe. Ça permet donc de faire glisser le bateau petit à petit, on le rive par l'avant et par l'arrière, donc tout le village arrive, et le fait glisser comme ça jusqu'au moment où il flotte. Voilà, c'est la dernière image de ce diaporama en 3 dimensions qui vous a plongé dans l'univers d'Henri. Et j'en aurais terminé. J'ai pas été trop long, j'ai fait 57 minutes. Voilà. Si vous avez quelques questions, on peut soit en faire quelques-unes maintenant, soit après, de façon informelle. Si vous n'avez pas de questions, c'est tant mieux. Voilà. Vous avez quel âge? 95. Henri est mort à 95 ans, un mois après son anniversaire, le 12 décembre 1974. Donc le 12 décembre, si on veut être très précis, le 12 décembre 2024 est le 50e anniversaire de sa disparition. Il n'a pas été mobilisé pendant la guerre? Alors, il avait été, oui c'est un sujet qu'on peut aborder, je vais essayer de répondre ça très court, il avait été mobilisé en 1900 pour faire son service militaire. En réalité, il se croyait américano, catalano, et puis rien du tout, pas français. Mais le problème, c'est qu'en France, les gens qui naissent en France...
On l'a rattrapé, voilà. Et on lui a dit, tu fais ton service. Donc il est tombé de haut. Donc il a fait son service militaire en 1900. Mais comme vous connaissez le bonhomme, il n'a pas beaucoup apprécié de faire son service militaire. Vous l'imaginez marcher au pas, là, sous le soleil, etc. Donc il a quand même été obligé de le faire. Et puis au bout d'un an, ça durait 3 ans de service à l'époque. Hein. Au bout d'un an, il en a eu assez. Et il a profité d'une méchante grippe, d'une méchante bronchite ou d'une méchante je ne sais pas quoi, pour simuler la tuberculose. Donc il a respiré du chlore, en crevé d'ailleurs, et il est allé voir vite le conseil de révision qui a dit hop, réformé numéro 2. Bon. Et il a fait suivre cette réforme jusqu'à l'âge de 30 ans, ce qui fait qu'il n'a pas été, même si on l'a appelé 2 fois pour faire la guerre de 14, il n'a pas été au front. Par contre, il est allé au ministère des Affaires étrangères, oui, je ne sais pas comment on disait à l'époque, ministère de la guerre ou ministère des Affaires étrangères, pour, étrangères, je pense plutôt, pour faire du renseignement. Et donc c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il profitait de ses voyages, en fait, pour faire du renseignement. Donc il faisait du renseignement sur 2 ou 3 sujets. Au sujet d'abord des Anglais, parce qu'il était outré de voir que les Anglais prenaient possession de toutes les îles de la mer Rouge, alors que les Français ne faisaient rien. Il a même écrit à Gaston Doumergue à l'époque, et Gaston Doumergue lui a répondu, monsieur, vous faites ce que vous voulez, mais ça vous risque, c'est terrible. Donc là, sous-entendu, la France ne s'en mêle pas, ce qui l'a passablement agacé, alors qu'il donnait des informations sur le sujet. Sinon, il donnait des informations sur les forts turcs qui commandaient notamment le sud de la mer Rouge, et ces petits rapports, et aussi sur les mouvements de troupes, alors indigènes, je dirais, et notamment sur ce qui se passait en Éthiopie, car vers 1916, je crois, ou 17, je ne sais plus, est arrivé des troubles en Éthiopie où le Dejjal Stafari a voulu prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, l'homme en charge du pouvoir, qui était le régent Lig Yassou, a été déposé par Tafari et il s'en est suivi une possible guerre civile en Éthiopie. Et donc, la question était de savoir, en pleine guerre de 14, si cette guerre n'allait pas dégénérer avec une alliance avec les Turcs. Donc il fallait avoir des renseignements. Donc Henri a donné tout ce genre de renseignements. Donc c'était du bouche à oreille qu'il avait probablement avec les gens. Mais vous savez, le téléphone arabe, ça marche pas très bien. D'autant que lui, parlant l'arabe, il le savait d'autant mieux. Et donc ces rapports étaient soit manuscrits et envoyés en France, soit c'était son père, pour les plus importants, qui les redactylographiait lui-même pour les envoyer à un correspondant qui était d'Albier, un député que connaissait son père et que connaissait Henri. Donc il a participé, je dirais, à sa manière à la guerre par le renseignement. Quel genre de grand-père est-il? Alors ça dépend des petits-fils, ou ça dépend des petites-filles. Parce que Agnès qui est là vous dira une chose, moi je suis là, je vous dirai une chose, Marc qui est là vous dira une autre. Écoutez, je ne sais pas, pour ce qui me concerne, je dirais que d'abord, au départ, je vous l'ai dit au début, quand je l'ai connu, en fait il a disparu. Donc je ne l'ai pas connu. Non, enfin si je l'ai connu, mais voilà. On était à la Réunion, j'étais petit. En fait, il ne voyait pas les gens avant un certain âge. C'est-à-dire que tant qu'on n'avait pas je pense, non pas un caractère, mais disons, une personnalité suffisamment construite pour avoir à lui parler, il ne vous parlait pas, il ne vous voyait pas. C'était pas du mépris, il ne vous voyait pas. Voilà. Moi, il m'a vu quand j'avais 15-16 ans. Avant, il ne m'avait pas vu. Hein, c'est normal, si vous voulez, d'une certaine façon. Donc, ce que je veux dire par là, c'était pas un grand-père gâteau, il ne faisait pas sauter ses petits-enfants, il les emmenait pas à l'école, d'abord, il n'était pas là. Bon, il faisait sa vie. Par contre, quand il avait quelque chose à dire, et ça, je pense qu'Agnès pourra le dire, ou Marc pourra le dire, quand il avait quelque chose à dire à un de ses petits-fils sur un sujet qui le concernait, qui nous concernait, c'est-à-dire lui et le petit enfant, c'est-à-dire petite fille ou petit garçon, là, il intervenait, il pouvait être très intéressant et il pouvait apporter quelque chose. Moi, par exemple, il m'a apporté, quand je suis venu le voir, je crois que je devais avoir 19 ans, quelque chose comme ça, et je lui ai montré mes premières aquarelles. Bon. Et aussitôt s'est engagé un discours, une discussion, fais pas comme ci, fais plutôt comme ça. Et d'ailleurs, il m'a donné de très très bons conseils qui m'ont libéré d'un certain nombre d'erreurs que je faisais. Donc vous voyez, c'était ça qui l'intéressait, la relation humaine intéressante. C'était pas la relation grand-père. Donc en fait, que je sois son petit-fils ou pas, je vais dire vulgairement, ils s'en fichaient complètement. C'était pas le sujet. On était de la même famille, certes, mais si j'avais quelque chose à lui dire, eh ben, je le disais, si j'avais rien à dire, ben, je me taisais, et puis point, parce qu'il n'y a rien à dire. Souvent on me dit, mais quelles histoires votre grand-père vous a raconté? Il ne m'a rien raconté du tout. Il m'a dit, t'as qu'à lire des livres. Ah oui, il a raison finalement. Il a raison.
Donc, vous voyez, c'est une relation en fait d'homme à homme, au sens large du terme. Alors aujourd'hui, on dirait d'homme à homme et d'homme à femme, enfin bref, voilà. Mais vous m'avez compris, voilà, il lui faut une personnalité à qui il a quelque chose à dire. S'il n'y a rien à dire, ben, qu'est-ce que vous voulez? Il vous met dans la classe des médiocres, et là vous êtes mort. Comme un champ de betterave. Sa sépulture est à... Pardon? Sa sépulture est à la Franquie? Oui, il est dans le vieux cimetière, sous les cyprès, à Leucate. Pas à Leucate, hein, pas à la Franquie, parce qu'à la Franquie, il n'y a pas de cimetière, mais à Leucate. Oui, à Leucate, oui. Facile à trouver, c'est en haut. Mais la maison natale est à la Franquie. La maison natale est à la Franquie, oui. Oui. Elle est restée dans votre famille, non? Non. Ben, vous savez, il a été expulsé, etc. Bon, vous savez, nos histoires familiales, c'est comme chez vous, hein, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de raison qu'on y échappe. Donc. Et puis, il y a des choses, par exemple, la boîte à sel, la petite maison de la Franquie, quand on a demandé à la famille au moment où, est-ce que l'un d'entre vous la veut? C'était légitime. Un de ses petits-enfants ou un de ses enfants, puis personne n'a dit bah non, moi j'ai déjà ça, non, on la veut pas, bon ben on la vend. Voilà, c'est tout. Donc maintenant la maison de la boîte à sel, ben, elle est devenue à quelqu'un d'autre. Bon, maintenant on la voit plus tellement parce qu'elle est noyée dans une centaine de petites maisons. Voilà. Alors qu'avant elle était toute seule, vous avez vu l'aquarelle là, hein, exposée, elle était toute seule. Alors il est décédé, j'en ai pas parlé parce qu'on n'a pas le temps, sinon on aurait peut-être 3 jours. En fait, quand il est revenu en 1947, en Europe, en France, il avait dit à sa femme, avant qu'il lui rentre, il avait dit trouve-moi une maison, je schématise, un trou paumé, hein, où on ne vienne pas m'enquiquiner. Alors, elle a trouvé le trou paumé, c'est un petit village qui s'appelle Ingrande, qui est entre Le Blanc et Poitiers, qui n'est sur la route de rien, ni au nord, ni au sud, ni sur rien. Donc si vous allez à Ingrande, ben vous allez à Ingrande, sinon vous n'y allez pas, parce que c'est loin de tout, si vous voulez. Et donc il est là, il est allé là, et c'est là qu'il passait, non pas les étés, parce que les étés il les passait à la Franquie, mais le gros de l'année est là, et puis sinon en hiver c'était à Paris, à côté de chez nous, à Paris dans le 16e. Donc il avait en gros 3 résidences, en fonction de l'année. Il était un peu nomade, à un moment, où ça bouge. Ingrande, il avait acheté une vieille maison dans laquelle il n'y avait rien, il n'y avait pas de chauffage, quasiment pas. Une vieille maison dite des Templiers, avec des murs épais comme ça, dans lequel il s'installait, qui était assez fruste, hein, avec un petit jardin. Enfin bon, c'était... mais c'est vrai qu'il a cru être tranquille là, mais en fait, tous les journalistes sont arrivés, etc. Voilà. Et bien écoutez, bonne soirée.